Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 11, Pierre Marquica et Kevin Bécard, brasserie Trois-Monts à Saint-Sylvestre-Capelle. Dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, nous poussons la porte de l'une des plus anciennes et historiques brasseries françaises, la brasserie Trois-Monts, à Saint-Sylvestre-Capelle, en Flandre française. De mémoire d'anciens, on ne se souvient pas de quand date la création de la brasserie de Saint-Sylvestre-Capelle. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'une histoire familiale commence à s'écrire en 1920, lorsque Rémy Ricourt achète la brasserie Saint-Sylvestre. Son fils Pierre y entre en 1924, à l'âge de 16 ans. Arrive la Seconde Guerre mondiale, Rémy est mobilisé et cède la place à son fils. Dans les années 1980, Serge et François, les deux fils de Pierre, prennent à leur tour le relais. Ce sont eux qui créent la fameuse Trois-Monts. Depuis 2010, Pierre Marquica, l'arrière-petit-fils de Rémy Ricourt, dirige la brasserie familiale qui s'est considérablement développée et qui devrait terminer l'année 2022 avec une production de 120 000 hectolitres de bière finie. Mais comme nous allons le découvrir dans cet épisode, tout ne s'est pas fait en un jour. Bonjour, moi c'est Pierre Marquica et bienvenue à la brasserie Trois-Monts. On est dans les Flandres, entre Lille et Dunkerque, et tu nous reçois aujourd'hui, Pierre, pour découvrir cette brasserie historique, brasserie désormais centenaire. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de cette brasserie, du site où nous nous trouvons, et l'aventure familiale qui s'est construite ici? La brasserie Trois-Monts est dans la famille depuis maintenant plus de 100 ans, puisque mon arrière-grand-père a repris une petite brasserie à Saint-Sylvestre-Capelle en 1920, donc il y a 102 ans maintenant. Et en fait, il y avait déjà une brasserie à Saint-Sylvestre-Capelle et sur le site où nous nous trouvons actuellement, avant la Révolution française, en tout cas avant le commencement des archives de la commune. Il y a déjà des indications de présence d'une activité brassicole ici. On ne sait pas vraiment la date de fondation de la brasserie en définitive. Je ne dis pas que ça se perd dans la nuit des temps, mais quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre région de Flandre française, donc entre Lille et Dunkerque, il y avait des brasseries dans tous les villages. Les petits villages avaient des brasseries, les fermes fabriquaient de la bière, il y avait des brasseries de taille un petit peu plus importante, on pense par exemple à Motte-Cordonnier à Armentières, il y avait Pelfort à Lille, il y avait Masse-Meurice, il y avait Carlier à Dunkerque, et il y avait des brasseries assez significatives dans les villes de taille un petit peu moyenne comme Hasbrook aussi, où il y avait deux belles brasseries, la brasserie du Lion et la brasserie du Tigre, typiquement. Et nous, on était des petits indépendants, grosso modo. Mon arrière-grand-père, Rémy, quand il reprend cette brasserie en 1920, il y a une dizaine de salariés. Les équipements pour fabriquer de la bière de fermentation haute, la mettre dans des tonneaux en bois et pouvoir la transporter grâce à des chariots à cheval dans les 10-12 estaminets cafés qui appartenaient à la brasserie et qui étaient répartis dans les environs. Pas tout à fait comme on imagine un estaminet aujourd'hui en général sur la place de l'église avec un restaurant et tout, mais plutôt un peu au coin des champs parce que c'est là que les ouvriers agricoles venaient se rafraîchir ou en tout cas se désaltérer plutôt. Il n'y avait pas de frigo, donc on ne se rafraîchissait pas, mais en tout cas, il fallait boire un coup, parce que je pense que les travaux des champs étaient assez éprouvants. Il n'y avait pas de tracteur et tous les outils mécaniques qu'on a aujourd'hui. Donc tout ça était très manuel. Et donc, nous, nos bières étaient distribuées dans les environs comme ça. Et ça, c'est grosso modo des années 20 aux années 30. Dans les années 30, mon arrière-grand-père, Rémy, il investit pour faire un embouteillage. Tout doucement, on passe à la mise en bouteille. Voilà, ça sauve déjà un peu la brasserie parce que les gens, tout doucement, ils se mettaient un peu plus à consommer chez eux. Et ça a déjà été une première révolution. Et donc, on avait des bouteilles en litres avec des bouchons mécaniques. Et la bière était déjà un peu différente. Donc, c'était en général de la bière de fermentation haute à 1 ou 2 degrés qu'on appelait de la petite bière. Et mon grand-père, il appelait ça de la batteuse de bière, c'est-à-dire la bière un peu des moissonneurs en définitive, des bières qui servaient vraiment à se désaltérer. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait énormément de brasseries dans la région à l'époque, tout simplement parce que l'eau n'était pas potable. Alors voilà, c'est une des particularités de la Flandre française, c'est que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on dit souvent il pleut, mais il n'y a pas de source d'eau véritablement. Et en fait, nous, les Flamands, ils faisaient de la bière, c'était juste pour avoir quelque chose, une boisson, en tout cas, pas pathogène, à boire.
pour pas être malade. C'était pas forcément un sujet de dégustation comme on l'a aujourd'hui dans le mouvement craft ou machin et tout. C'était plus un sujet de santé publique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait de la bière dans les écoles, il y avait de la bière un peu partout, mais c'était pas de la bière à 8 degrés, c'était vraiment de la bière à 1 degré, 2 degrés. Pour info d'ailleurs, le saint patron des brasseurs, il s'appelle Saint Arnoux. Il était évêque autour de Champignol, à Nancy, au XIIe siècle, quelque chose comme ça. C'est pas très précis, mais grosso modo, il avait dit aux fidèles arrêtez de boire de l'eau croupie dans les mares, les fossés et les puits, buvez de la bière. Tout le monde est guéri du choléra, et donc miracle, il est devenu saint. C'est comme ça que c'est notre saint patron des brasseurs, c'est Saint Arnoux. Et donc en Flandre, c'était un peu le même principe. On faisait de la bière parce que justement, on n'avait pas de vin, on n'avait pas de cidre. Par contre, on faisait pousser du houblon, on avait de l'orge de brasserie et on pouvait faire de la bière. Et donc voilà, c'est un produit fermenté qui n'est pas pathogène pour l'homme, c'est pour ça qu'il y avait des brasseries un petit peu partout. Et donc à partir des années 30, je reviens à l'histoire de la brasserie un petit peu. À partir des années 30, voilà, on passe à la mise en bouteille, on fait un forage, qui donne pas énormément d'eau, mais ça nous permettait d'éviter de brasser avec justement l'eau des mares et des fossés, parce que c'est ça l'histoire de la brasserie ici. On prenait l'eau où on en trouvait, quoi. Mon grand-père, lui, il est né en 1924 et il se retrouve quelques mois, le directeur de la brasserie en 1940, à 16 ans. Parce que Rémy Ricourt, qui avait déjà fait la Première Guerre mondiale, est remobilisé pour la Deuxième. Et donc il laisse à son fils les clés de la brasserie et la dizaine de compagnons salariés qui travaillaient ici pour maintenir les opérations pendant ces malheureux événements. Et il se trouve vraiment passionné par ce métier. Et en l'occurrence, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'était pas forcément très courant ou commun à l'époque, il prend son baluchon et il part faire des études de brasserie à Nancy. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré Robert Dhuicq. Ils étaient dans la même promotion en 1947. Robert Dhuicq qui a ensuite créé la Jeanlin en l'occurrence. Au-delà des formations théoriques, ils ont aussi fait un voyage avec sa promotion en Allemagne, en Suisse, etc. Et ils sont, je pense, tous revenus grosso modo avec un petit peu des nouvelles idées sur la bière et comment faire. Et ce que Pierre Ricourt rapporte justement de son voyage, c'est l'idée de la fermentation basse ? Alors exactement. En fait, avant, historiquement, on fabriquait en fermentation haute ici, parce que c'était climatiquement, sans installation frigorifique, c'était climatiquement la meilleure chose à faire, un petit peu à la mode anglaise, quoi. Et donc, ce qui ramène de son voyage, en tout cas, l'idée principale, ça a été de passer à la fermentation basse, parce que ça fait des bières plus moelleuses, plus rafraîchissantes, en tout cas, qui semblaient être vraiment plébiscitées, en définitive, par les consommateurs de l'Est de la France, et ça avait un certain succès. Mais ces idées, pour les mettre en pratique, il faut qu'il investisse. Et donc il reconstruit une nouvelle salle de brassage dans les années 50. Il installe des nouveaux fermenteurs cylindroconiques, ce qui était tout à fait nouveau. Il installe un gros frigorifique, ce qui aujourd'hui paraît très commun, mais à l'époque c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Une salle de garde aussi, et puis il bascule vers la fermentation basse. Aujourd'hui, de la fermentation basse, on en fait toujours avec les mêmes recettes que mon grand-père avait fixées dans les années 50-60. Et c'est ça, en définitive, qui a permis à la brasserie de se maintenir jusque dans les années 80-90, parce que les bières qu'on fabriquait ici, elles étaient plus fines, elles étaient meilleures que celles de tous nos autres voisins. Entre l'île de Dunkerque, il y avait plus de 300 brasseries, et elles ont toutes fermé, pour qu'en 1990, on se retrouve les derniers. Oui, dans les années 90, c'est la dernière brasserie des Flandres. Pour autant, c'est pas signe de bonne santé, hein. La période est difficile. Non, exactement. En fait, de l'époque de mon grand-père, une des plus grosses années de la brasserie, c'est 1976, mais c'est notamment parce qu'il y a une grosse sécheresse, que la bière avait un peu de saisonnalité, parce qu'on continuait à la vendre principalement pendant les campagnes agricoles, etc. Cette année-là, on était monté à 16 000 hectolitres. Mais c'était 16 000 hectos aussi de bière assez, on va dire, ordinaire en définitive, quoi. Donc pas forcément une grosse valeur ajoutée. C'est pour ça qu'accessoirement, mon grand-père, il achetait du vin en Languedoc, notamment pour le mettre en bouteille sous notre étiquette. On faisait des livraisons à domicile, tout ça en bouteilles consignées. On lave toujours des bouteilles aujourd'hui, mais on n'a jamais arrêté cette méthode-là depuis les années 30. Et en fait, après 1976, les volumes de fabrication de bière ici, ils ont été décrescendo assez rapidement, pour se retrouver autour de 8000 hectos en 1983-1984. C'est dans ces années-là que mon oncle François et mon oncle Serge ont rejoint la brasserie, après leurs études de brasserie, en l'occurrence pour l'un à Nancy, pour l'autre à Louvain. Et ils se sont dit, nous c'est une entreprise qu'on adore, c'est un métier super intéressant, cependant, il faut se dire que là on est dans le rouge, quoi. Les chiffres sont vraiment pas bons, et encore 2 ans comme ça, et on fait faillite. Il faut trouver une solution.
Et ils se sont mis autour de la table avec mon grand-père, qui avec toute son expérience de brasseur, et ils se sont dit, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on fasse un peu comme les Belges, une bière de dégustation, un petit peu plus forte en alcool, avec une levure de fermentation haute, etc. Ils ont dit, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'on n'a pas de levure de fermentation haute. En tout cas, on n'en a plus. Et donc mon grand-père, qui était un super laborantin, au-delà d'être un laborantin, c'était un super brasseur évidemment, en tout cas un bon scientifique, il a commandé des levures au laboratoire Jorgensen au Danemark, au laboratoire de l'université de Louvain aussi notamment. Et ces laboratoires, ils lui ont envoyé, alors à l'époque, aujourd'hui on reçoit tout ça sur gelos inclinés, tout ça est très propre dans des tubes à essai et tout. Et à l'époque, il avait reçu ça sur du papier buvard, parce que ça desséchait les levures. Et dans une enveloppe définitive par courrier quoi. Et donc, il met ses levures à travailler dans un ballon d'essai avec du mou. Et puis, elle se réveille, elle commence à refermenter, à s'activer. Et puis, on lance un premier brassin. Premier brassin de nous qu'on appelle la bière nouvelle, en fait, une bière de printemps, à 8 degrés d'alcool à l'époque, une bière blonde de dégustation. Et puis, c'est tout de suite un succès, en fait, en définitive. Les gens plébiscitent ce produit, on le vend en plus un peu plus cher et ça fait un produit de dégustation. Et du coup, on se dit, belote et rebelote, il faut continuer. Donc, l'année suivante, on relance le brassin en 1984. Et puis, le point, c'est de se dire, OK, c'est déjà une bière qu'on a fait, on ne peut pas l'appeler que c'est une bière nouvelle. Donc, on va essayer de lui trouver un nom. Ici, on est à côté de l'abbaye du Mont-des-Cats. Donc, la première idée, c'était de se dire, on va faire une bière d'abbaye du Mont-des-Cats, on va aller voir les moines. Donc, les moines, ils n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas. On s'est dit, il faut peut-être s'inspirer de notre histoire. Mon arrière-grand-père, Rémi, lui, avec ses chariots à cheval et ses tonneaux, il pouvait jamais aller livrer au-delà des 3 monts qui entourent la brasserie, le Mont-des-Cats, le Mont-Cassel et le Mont-des-Récollets, parce que c'était trop dur à monter pour les chevaux, trop difficile à descendre avec les fûts vides, les pavés, etc. Et c'était un peu dangereux, ça glissait. Et on s'est dit, avec cette bière-là, il faut qu'on aille au-delà des 3 monts. Et puis, c'est comme ça qu'elle s'est appelée 3 monts en définitive. Et ça a été un petit peu le début d'une renaissance, encore une fois, de la brasserie, qui en 100 ans a eu des hauts et des bas. Toi, tu arrives à la brasserie en 2010, après avoir fait une école de commerce. Tu venais du monde de la gestion et c'est bien ce qui a contribué au succès de la brasserie Trois Monts. C'est ton savoir-faire finalement dans ce domaine-là, et puis développement de la gamme, nouveaux objectifs, restructuration pour reprendre le flambeau familial et poursuivre l'aventure de la brasserie qui est avant tout une aventure humaine. Ouais, exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que des années 80 jusqu'à grosso modo en 2010, mes oncles, ils ont réussi à développer leurs produits à Trois Monts pour que l'entreprise redevienne rentable. Ils ont réussi à investir aussi tous les ans suffisamment pour, encore une fois, toujours améliorer la qualité, diminuer le coût de revient, améliorer les conditions de travail et augmenter en capacité aussi tout doucement. Et moi, j'arrive en 2010 dans une entreprise où effectivement on a quelques très jolis produits bien fabriqués qui avaient vachement de potentiel, notamment la Trois Monts, qui était vraiment dans son format un peu unique en 75 centilitres, bière blonde avec un bouchon en liège, une agrafe. Du coup, on avait vraiment du potentiel. Donc moi, c'est ce que je voyais, je me disais, ok, mais il faut qu'on la mette en 33 centilitres, on peut faire des fûts, on peut peut-être aussi faire une bière, une triple, une ambrée, un machin, un truc. Voilà, je voyais un peu tout ça. Et bon, après, il ne faut pas tout changer du jour au lendemain. Il faut se poser, écrire une stratégie, une vision, poser les ambitions, etc. Et puis aussi s'appuyer sur une chouette équipe aussi à la brasserie. On a réussi à combiner le savoir-faire des anciens, retrouver un nouveau dynamisme en recrutant une super équipe. Et aujourd'hui, on est 45 à la brasserie et on a pas mal développé les choses. On va atteindre cette année à peu près 120 000 hectolitres. Oui, alors que quand tu es arrivé, il y avait 12 personnes qui travaillaient ici, contre 45 aujourd'hui, et 30 000 hectos, donc tu as quadruplé la production. Bah oui, le marché a été dynamique, mais je pense qu'on l'a été aussi. Et puis, il y a d'autres brasseries qui ont fait mieux que nous, mais il y en a aussi qui ont fait moins bien. Mais je pense que le tout, c'est pas tellement une guerre, une compète des hectolitres. C'est surtout essayer, en tout cas pour nous, de défendre nos valeurs de terroir flamand, de bon sens, d'esprit familial, de convivialité. Tout ça, ça compte vachement pour nous. Et moi, ce que j'espère vraiment, c'est que ça se ressente dans nos produits. Quand les gens consomment nos produits, que ça soit du bonheur.
Et aujourd'hui, effectivement, la bière Trois-Monts est vendue largement au-delà des Trois-Monts. On a un petit peu dépassé les Trois-Monts, effectivement. Et de la Trois-Monts, on en trouve, j'allais pas dire partout dans le monde, faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on en vend un peu en Nouvelle-Zélande, typiquement. Alors, c'est pas grand-chose, c'est plutôt symbolique, mais c'est une fierté aussi. Mais en tout cas, en France, on a bien développé, notamment grâce au réseau de nos partenaires distributeurs. Hein, voilà. On peut en trouver normalement assez facilement un petit peu partout en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de nos forces, c'est d'être assez largement distribué sur le territoire national, parce que la France, c'est un des marchés qui a été les plus dynamiques sur les dernières années en Europe pour la consommation de bière. La bière, c'était un produit qui n'était pas forcément super plébiscité des consommateurs français il y a encore 15-20 ans. Et ça s'est complètement inversé. Pour nous, notre bonheur de vieux brasseurs ou de brasseries centenaires, mais aussi pour toutes les nouvelles brasseries qui se sont créées. Je pense que le soleil, pour le coup, brille pour tout le monde et que chacun, avec ses petites techniques, ses spécificités, l'envie de faire des choses localement, il y a vraiment plein de belles choses qui se créent. Et ça fait vraiment de la richesse pour tout le monde, surtout pour les consommateurs, une super offre. Et je pense qu'en définitive, vraiment tout le monde y gagne. Et c'est une vraie force du marché français par rapport à d'autres pays. Pierre, on se retrouve dans la salle de brassage. Nouvelle salle de brassage, si on peut dire, puisqu'elle a été mise en service en 2015. Ouais. Et actuellement, ça brasse. Hein. Ça brasse. D'ailleurs, ça brasse tout le temps. Ça brasse tout le temps. Ça brasse pas le samedi, ça brasse pas le dimanche. Ça brasse du lundi au vendredi, jour et nuit. On fait des brassins de 100 hectos, qu'avec du malt d'orge, éventuellement un peu de malt de blé. Dans certaines recettes, on y viendra tout à l'heure, peut-être à la dégustation, un petit peu de malt d'avoine ou de malt d'épeautre pour venir un petit peu égayer tout ça. Mais en vérité, on n'utilise pas de grains crus. On ne fait pas de brassage à haute densité. Chaque brassin, c'est une recette. On met à peu près 4 à 6 brassins par fermenteur. On a des fermenteurs de 400 à 600 hectolitres. On fait des brassins de 100 hectos. On brasse par infusion ascendante, c'est-à-dire qu'on empâte à 52 degrés. On fait les paliers enzymatiques en chauffant la cuve sur la double paroi grâce à de la vapeur. Et puis ensuite, on a une cuve filtre pour la filtration. On commence en général avec 6000 litres d'eau, 2,2 tonnes pour notre référence principale, la Trois-Monts blonde. C'est à peu près 2 tonnes de malt Pilsen en général. Et ensuite, on rajoute 4000 litres, 40 hectos d'eau pendant les lavages de la drèche dans la cuve filtre. Ébullition d'1 heure. On ajoute là le houblon Alors le houblon de la Trois-Monts, il est origine Flandre. C'est mon grand-père dans les années 80, quand il a créé la Trois-Monts en définitive. Il a demandé au houblonnier de planter la variété Nugget. Donc on n'utilise que du Nugget et il vient de Flandre française. Toute la surface de Nugget de Flandre est utilisée dans la Trois-Monts. Et après l'ébullition d'1 heure, on passe en whirlpool. Refroidissement en échangeur à plaques. Et puis après oxygénation et ajout de levure, on envoie en fermenteur. Et ça jusqu'à 10 fois par jour? Ouais, 8 à 10 fois par jour. C'est comme tout, il y a des aléas, il y a des fois des bricoles, des machins, ça peut nous retarder un petit peu. Mais d'une façon générale, c'est plutôt un outil assez récent qui fonctionne bien. On a ici aussi un service de maintenance, donc on fait un peu de préventif et tout, donc on essaye d'être efficace autant qu'on peut. Et aussi parfois en whirlpool, on en rajoute des houblons aromatiques pour faire du houblonnage tardif comme on dit, et faire des bières avec des saveurs de houblon un petit peu plus prononcées. Et puis après, on a des systèmes de récupération d'énergie qui nous permettent de monter en température avec de la récupération d'énergie, des buées d'évaporation. Et ça nous permet d'être plus efficient, plus économe en carburant, en tout cas en gaz, puisque une brasserie, c'est souvent assez consommateur d'énergie. Donc dès qu'on le peut, on essaye de trouver des astuces qui nous permettent de limiter notre impact. On a beaucoup parlé jusqu'ici de la Trois-Monts, qui est aujourd'hui toute une gamme, mais on fabrique encore des bières de table et depuis 2-3 ans, des bières plus houblonnées. Ouais, c'est ça, on essaye de s'amuser un petit peu. À la fois, en fait, on a une brasserie ici, on est assez tradi dans la méthodo, on a des techniques modernes, mais des méthodes vraiment ancestrales que mon grand-père avait définies pour le coup, qu'on retrouve de toute façon dans la littérature brassicole, comme dans le bouquin de Jean Declercq des années 60.
En définitive, on n'a pas inventé grand-chose, hein. On fait juste que répéter des recettes qui ont été définies déjà par des précurseurs. Mais ouais, on fait encore des types pils. On a une bock à 3 degrés, on a une pils à 5 degrés. On a des bières de spécialité comme la Trois-Monts, qui est plutôt une bière typée levure, amère. On a des bières ambrées avec beaucoup de maltes spéciaux et des profils plus pain cuit, biscuit. Et aussi typiquement la Houtaker aujourd'hui, qui est plus de style IPA comme on dit, avec des houblons aromatiques assez puissants et des saveurs un petit peu plus tropicales. Juste à côté de la salle de brassage, on a le laboratoire qui est quand même un lieu stratégique dans la brasserie. C'est vachement important d'avoir un laboratoire et un contrôle qualité. Un laboratoire bien équipé avec des bons outils et puis du staff compétent aussi. Et ici on fait un petit peu de microbiologie, donc on vérifie qu'il n'y ait pas de bactéries qui se développent dans nos produits qui pourraient donner un mauvais goût à la bière. On fait des analyses physico-chimiques, donc on contrôle que c'est le bon degré d'alcool, la bonne couleur, la bonne tenue de mousse, les bons gaz dissous, etc., etc. Et on fait des tests organoleptiques aussi. Et ça, c'est un mot un peu pompeux pour dire qu'on fait des dégustations en définitive, parce que c'est ça le plus important à la fin. Est-ce que quand on déguste la bière, quand bien même le cahier des charges et l'analyse qu'on fait, elle n'est pas tout à fait en ligne, est-ce que gustativement on s'y retrouve? Et c'est aussi ça qui compte vachement. À un moment donné, le brasseur, il doit goûter la bière. C'est ça qui est vachement important. Tout comme le malteur, il doit mettre la main dans le grain, le brasseur, il doit goûter sa bière à différentes étapes. Et c'est pas toujours fun, hein, parce qu'on boit de la bière à température ambiante, qui n'est pas finie de fermenter. On n'est pas vraiment toujours au coin du bar. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est aussi comme ça qu'on éduque le palais et qu'on essaye d'affiner en définitive et mieux maîtriser nos productions au quotidien. Là, Pierre, on vient de descendre quelques marches et on est sous la salle de brassage. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe beaucoup de tuyaux, des échangeurs à plaques, des pompes, des vannes, tout ça c'est automatique. La salle de brassage elle est supervisée par des techniciens de fabrication, des brasseurs en définitive, mais le gros des opérations est automatique. Donc évidemment, dès qu'il y a un petit truc, il faut être présent, il faut ajouter le houblon, il faut faire des contrôles qualité, etc. Mais l'essentiel de la conduite des opérations est vraiment automatique et ça nous permet surtout d'avoir beaucoup plus de régularité dans la fabrication du bout, de la bière d'une façon générale, parce qu'il y a encore 7 ans, dans l'ancienne salle de brassage qu'on avait en cuivre 100% manuel, moi ça m'est arrivé à titre personnel de laisser bouillir 1h15 et pas 1 heure parce que j'avais oublié, j'étais au téléphone et machin, j'avais un rendez-vous et on revient, on ferme les vannes, ça m'est arrivé que les cuves débordent, ça m'est arrivé plein de trucs. Quand on n'a pas toujours un chrono autour du cou, il y avait des petits écarts, quoi. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus précis et je pense qu'on a beaucoup gagné en qualité, en régularité sur nos produits et aussi en efficacité, en efficience en définitive. Voilà, on traverse la salle d'embouteillage et on se met un peu à l'écart parce que aujourd'hui on embouteille la Trois-Monts triple et ça fait un peu de raffut quand même. 12 000 bouteilleurs, c'est la cadence ? C'est la cadence en 75 centilitres avec le bouchon liège et l'agrafe typique de la Trois-Monts. En 33 centilitres, on tourne à 24 000 bouteilleurs et avec les bouchons mécaniques, on tourne plutôt à 6 000 bouteilleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on travaille principalement en bouteille neuve parce qu'on travaille beaucoup avec la grande distribution en France. Et pour l'instant, ils ne sont pas forcément très réceptifs à la consigne en verre. Mais on a encore une laveuse de bouteilles et toutes nos bières à bouchon mécanique sont consignées. La Luxe du Moulin, la Bock du Moulin. Elles sont d'ailleurs principalement vendues localement. Et les caisses CFP reviennent ici et on lave les bouteilles et on les remet dans le circuit en mode réemploi, quoi. Mais ça reste grosso modo à regret, mais que 10% de notre activité. Nous on serait capable de faire plus et on pourrait éventuellement investir pour aussi monter en capacité sur ce type de distribution qui est plus vertueux pour l'environnement, quoi. Donc l'embouteillage ici il a été refait complètement en 2020.
Ça a été assez épique parce que c'était pendant le Covid, mais ça nous a permis de doubler la capacité d'embouteillage. Et aujourd'hui, on est assez bien dimensionné, avec suffisamment d'agilité pour les ambitions de la brasserie. Oui, parce qu'en fait, il y a une seule ligne d'embouteillage. Ouais, il y en a une seule pour les bouteilles, après il y en a une pour les fûts, mais il y a une seule ligne d'embouteillage qui fait 7 formats différents. On a 3 formats en 33 et 4 formats en 75 centilitres. Voilà, on a une équipe ici à l'embouteillage. C'est devenu un métier quand même vachement technique. On est assez bien équipé, donc on porte rien et tout. C'est plutôt bien pensé, plutôt bien automatisé. Cependant, c'est vraiment des conducteurs de machines et ça se fait beaucoup à l'expérience, au toucher à la connaissance des équipements pour que l'ensemble de l'outil puisse être performant. C'est vraiment grâce aux équipes qui travaillent au cœur de la machine, quoi. L'un des derniers investissements en date, c'est la nouvelle agrafeuse, puisque aujourd'hui la Troimont avec son bouchon en liège qui était un peu difficile à ouvrir autrefois, a changé de volume. Elle a pris 7 mm. Elle a grandi un petit peu. Ça permet avec son pouce et son index théoriquement d'ouvrir la Troimont sans utiliser de tire-bouchon aujourd'hui, donc un petit côté pratique. Par contre, ça a nécessité effectivement l'investissement d'une nouvelle agrafeuse. Alors voilà, on aurait pu faire le choix aujourd'hui de basculer vers un muselé un petit peu comme il y a sur la plupart des bières et sur le champagne par exemple, le petit truc qu'on tourne là. Mais en fait voilà, l'agrafe c'est un petit peu notre signature. C'est aussi un petit peu quelque chose qui nous est tombé dessus en définitive dans les années 80 parce que la brasserie n'avait plus tellement de moyens pour investir. On a dû acheter une machine en seconde main, en l'occurrence à la brasserie du Boc, qui l'avait elle-même en seconde main de la brasserie de Chimay et qui mettait des agrafes, quoi. Et c'était une vieille méthodologie pour faire tenir les bouchons liège, quoi. Tout doucement, c'est un peu devenu notre singularité, notre identité. Et ça, on tient à le préserver. Mais on avait aussi quand même l'envie de faciliter un peu la vie du consommateur. Et pas que la Troimont, ça reste la dernière bouteille du frigo parce que ça fait suer de l'ouvrir. Alors autant les gens s'en souviennent, autant à un moment donné, il faut la déboucher, quoi. Donc voilà, simplifier un peu la vie des gens, je pense pas que ce soit une erreur. Pierre, on est ressorti de la brasserie, on a traversé la rue qui longe la brasserie pour se retrouver en face dans la houblonnière. Alors la houblonnière, c'est un nouveau projet, ça fait maintenant 4 ans. D'abord un demi-hectare, puis un hectare supplémentaire. C'est quoi le projet ? Déjà, le projet, c'est d'accompagner un petit peu la réintroduction, la réamplification, j'allais dire plutôt, des surfaces de houblon dans le nord de la France. En Flandre française, il y a eu jusqu'à 250 hectares de houblon. Dans les années 2010, on était tombé à une trentaine d'hectares. Grâce à quelques, j'allais dire, des irréductibles gaulois ou des irréductibles houblonniers plutôt, de la coopérative des houblons du Nord, voilà, qui ont maintenu cette culture et qui fait qu'on a encore ce savoir-faire dans le secteur, dans la région. Donc, et puis c'est une chance pour des brasseries comme nous de pouvoir s'approvisionner localement, puisqu'historiquement ça a toujours été le cas, mais c'était potentiellement un risque que ça ne le soit plus. Moi j'avais une petite surface ici juste à côté de la brasserie, un terrain de 0,5 hectares et on s'est dit pourquoi pas planter une houblonnière. Alors on n'y connaissait pas grand chose et heureusement que la coopérative des houblons du Nord nous ont accompagnés, aidés pour essayer de faire les choses de façon la plus cohérente possible et puis aujourd'hui on est en conduite biologique. On a 2 variétés, le Cascade et le Magnum, donc une variété aromatique pour le Cascade, une variété amérisante pour le Magnum, et puis ça nous permet de faire déjà la Troimont bio, ça c'est un premier point, mais aussi d'autres bières qui ne sont pas forcément bio, mais dans laquelle on utilise le houblon de la brasserie, notamment la bière de printemps, la bière nouvelle, parce que avec le Cascade, ça donne un profil aromatique intéressant. Et moi, mon envie, c'est aussi de me dire, essayer de développer cette idée de goût du terroir. On a les conditions climatiques de l'année, on a plus ou moins de maladies dans le houblon, on a plus ou moins de chaleur, plus ou moins de pluie, etc. Et ça va toujours donner des profils aromatiques un petit peu différents. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire
faire découvrir aux gens, c'est de transporter notre houblonnière dans leur verre et jusqu'à leur papille pour dire voilà, ça c'était les conditions climatiques un peu de l'année et ça donne ça comme saveur en espérant voilà, que ce soit toujours fin, équilibré et sympa à boire. Un petit peu comme le vin. Dire voilà, c'est le millésime 2018, 2019, 2020 parce qu'il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, il y a eu ci, il y a eu ça. Et pour quelques bières, on va un petit peu procéder comme ça, des bières éphémères en tout cas. Donc c'est l'idée d'offrir aux gens un petit peu de terroir flamand et les faire voyager un petit peu. Les 5 dernières minutes avec la dégustation et nous a rejoint Kevin Bécard qui est responsable fabrication ou plutôt maître brasseur chez Troismont. Kevin, on attaque cette dégustation avec la Luxe du Moulin. Une bière blonde pure malt, juste blonde et rafraîchissante comme il est écrit sur la bouteille. Donc c'est une blonde très sèche, un petit peu comme les pils allemandes. Brassée depuis des décennies chez nous. On est sur du houblon amérisant nugget, autour des 20 à 25 EBC en amertume. Donc quelque chose de très rafraîchissant et amer et sec. Deuxième dégustation, on enchaîne avec la Troismont Saison. On est de nouveau sur une bière blonde, très limpide, avec une mousse très très généreuse. Donc c'est une bière qui est brassée avec du malt d'orge et du blé, avec deux types de houblon. On a un houblon amérisant, toujours de nugget. Historiquement, le nugget c'est notre houblon phare à la brasserie. Et un houblon plus aromatique qui est utilisé en houblonnage tardif au niveau du Whirlpool. Qui est le Savinski Golding qui nous vient de la Coupoudal en Alsace. Donc au nez on a quelque chose de très frais, très, très floral à la dégustation. Donc la même chose, on a quelque chose d'assez amer et avec vraiment le Savinski qui ressort au niveau de ses saveurs, son côté un petit peu agrume, un petit peu floral. Et c'est quelque chose aussi de nouveau de très, très désaltérant et très flatteur au niveau du palais. Troisième dégustation, Kevin, on enchaîne avec la Troismont Héritage. Alors, c'est en soi une petite gamme au sein de la marque Troismont qui a été lancée à l'occasion du centenaire de la brasserie. C'est ça. Donc l'idée c'était sur 3 recettes de mettre en avant chaque matière première constituante de la bière. Donc on a la Troismont Héritage levure où on a essayé de mettre en avant le côté aromatique des levures, de ce que peut apporter une levure dans une bière. On a l'héritage céréales où là on s'est amusé un petit peu avec différentes céréales et vraiment faire ressortir le côté maltais des céréales. Et on a la troisième qui est l'héritage houblon où là on s'est un petit peu amusé avec différentes sortes de houblons, avec du dry hopping, etc. Donc on a choisi là pour la dégustation l'héritage céréales. Donc on est sur une bière à 9 en alcool, on est sur un mélange de 4 céréales maltais, donc orge, avoine, épeautre et blé. Donc à nouveau, on est sur une bière avec une mousse persistante et fine. Donc on est désolé, mais on ne sait pas faire des bières sans mousse. Donc au niveau couleur, on a quelque chose sur un petit peu plus prononcé qu'une bière blonde. On est entre une blonde et une ambrée. Au niveau nez, on a quelque chose quand même encore une fois, un petit peu floral. On a quand même le côté maltais qui prend un petit peu le dessus au niveau du nez, au niveau dégustation donc. Donc là, on sent qu'il y a vraiment de la matière. Hein. Le côté maltais ressort très bien. On a quelque chose de très doux, très onctueux, assez agréable en bouche. Et avec une petite légère amertume qui vient en fin de dégustation, avec une bière quand même qui titre à 9 d'alcool, mais qui est encore une fois très très agréable à déguster. Donc celle-ci met en avant la céréale. Les autres, c'est plus porté sur la levure et sur les houblons. Si on prend l'héritage levure, hein, donc c'est une bière blonde non filtrée et où là on va faire une refermentation en bouteille
qui va vraiment mettre en avant tout le travail des levures, le côté aromatique de ce qu'une levure peut apporter dans une bière. Pour l'héritage houblon, donc on a travaillé avec différents houblons, donc du Mistral, du Savinsky Golding, du Chinook, pour vraiment mettre en avant le côté floral, le côté herbacé des houblons, pour que ça prévale vraiment au niveau du goût sur ce qu'est du houblon dans une bière. Il y a une dimension pédagogique dans tout ça pour présenter aux consommateurs ce que sont les différents ingrédients de la bière ? C'était clairement ça notre volonté pour les 100 ans. On s'est énormément posé de questions sur on voulait sortir une gamme de bières pour les 100 ans et on s'est un petit peu posé des questions en se disant mais la bière c'est quoi ? La bière c'est de l'eau, c'est de la levure, c'est du houblon et c'est des céréales. Et pourquoi pas essayer justement de mettre en avant dans différentes recettes l'un des ingrédients. L'eau c'était un peu compliqué en soi à expliquer aux consommateurs ce que pouvait être de l'eau, encore que ça a son importance, mais le mettre en avant dans une bière c'était un peu compliqué. Par contre, essayer de mettre en avant un type d'ingrédient dans une recette, ça a été tout le travail qu'on a fait sur cette gamme-là et on en est très content. Ouais. La Houtaker. Alors, il y a un petit ovni chez Trois-Monts. C'est quoi cette bière ? C'est une Outland Pale Ale. Alors, c'est quoi ? En fait, c'est la bière du bûcheron. Donc, c'est une bière un peu ambrée où on envoie du bois, comme on aime l'écrire, au moins sur la boîte. Donc, c'est une bière un peu plus jeune. Clairement, on surfe un petit peu sur la tendance des nouvelles consommations, donc on est sur quelque chose d'assez amer, assez houblonné. On utilise 3 houblons. On essaye de développer des arômes d'agrumes un petit peu là-dedans, avec quelque chose de bien charpenté au niveau du malt. Mousse très persistante. Voilà, donc au niveau du nez, on a vraiment le côté houblonné et côté agrumes qui ressort. Donc au niveau de la dégustation, on a vraiment le côté maltais, des maltes un petit peu caramel qui ressort, avec une amertume qui est très présente, et le côté agrume des houblons utilisés qui vient en fin de bouche sur cette bière jeune et dynamique. C'est une bière qui sort complètement du lot par rapport à celle qu'on a dégustée jusqu'ici. C'est quoi l'ambition de la brasserie à travers cette référence ? Il y a 2 choses. C'est vraiment une bière qui sort du lot dans le sens où, déjà au niveau du format, on est parti sur une boîte. Donc chez nous, ça c'est très très nouveau et c'est pour aller conquérir un nouveau marché jeune qui a cette référence d'emballage. C'est quelque chose au niveau design, on a quelque chose de très coloré, très très fun. On a un petit bonhomme là avec une barbe en forme de cône de houblon. On n'est pas loin des IPA sans en tomber dans les travers. On est sur quelque chose qui reste quand même assez équilibré et assez buvable, et où on a envie d'y retourner quand on a bu la première gorgée. C'est quoi le Outland ? Le Outland, c'est le pays d'ici, c'est le pays de la brasserie, c'est le pays du bois. C'est pour ça que c'est tout ce côté la bière qui envoie du bois avec un bûcheron, etc. Outland, c'est pays du bois, quoi. On termine cette dégustation, Kevin, avec la bière nouvelle. Tout à l'heure, en compagnie de Pierre, on visitait la houblonnière qui se trouve en face de la brasserie. Et c'est de là que vient le houblon qui est utilisé dans cette recette. Cette année, on s'est fixé le cap d'utiliser 100% des houblons de cette houblonnière pour faire notre bière nouvelle, qui est en fait notre bière de printemps. Donc on a 2 variétés de houblons là-dedans. On a le Magnum pour le côté amérisant et le Cascade pour le côté aromatique. Donc on est sur une bière blonde à 7,5 d'alcool. Quelque chose très amer et très aromatique sur le côté cascade, quelque chose de très rafraîchissant, un petit peu citronné, un petit peu agrume encore une fois, qui a été vraiment un franc succès cette année. On est sur un versement d'orge et de blé, donc quelque chose d'assez léger, d'assez gouléant pour le rafraîchissement de l'été, quoi.
En guise de conclusion, Pierre, on peut parler de l'anniversaire, les 100 ans de la brasserie Trois-Monts, 100 ans qui sont célébrés avec 2 ans de décalage, pour les raisons qu'on connaît. Ce sera les 26 et 27 août à la brasserie. Qu'est-ce qui va se passer? Grande kermesse à la Flamande? C'est ça, c'est une grande kermesse, on veut en faire quelque chose de populaire et convivial. Alors c'est pas nos 102 ans, c'est nos 100 ans plus 2. Et donc au programme, c'est des visites de brasserie parce que je pense que ça intéresse pas mal de nos fervents consommateurs. Et ça, c'est sur réservation justement pour avoir quelque chose d'assez fluide et pouvoir donner toutes les explications qui sont nécessaires à tout un tas de petits groupes. Et puis ensuite, sur place, vous trouverez moyen de vous restaurer, passer un bon moment, un petit peu de musique, un feu d'artifice, des expositions bien flamandes avec des jeux flamands, de l'artisanat flamand, de notre terroir, de notre région et du tir à l'arc vertical. Ça, c'est une typicité aussi et qu'on va faire découvrir à nos visiteurs et tous ceux qui vont venir partager un moment avec nous. Et donc, on vous souhaite la bienvenue le 26 et 27 août 2022 à Saint-Sylvestre-Capelle, à la brasserie. Et j'espère qu'on se retrouvera à ce moment-là. Merci à Pierre Marquica, Kevin Bécard et à toute l'équipe de la brasserie Trois-Monts pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens de continuer. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette 6e saison du Podcapsuleur. Je vous emmènerai en Normandie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.